Planification et gestion des services publics de l'eau, c'est le thème de la première édition du Forum national de concertation avec les collectivités qui se tient à Dosso. À suivre les détails dans un instant. Rencontre des contributeurs de Doing Business, une rencontre organisée par le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, amélioration du climat des affaires au Niger, était au centre. Et puis l'hôpital national de Zender, lui, bénéficie de plusieurs réalisations pour renforcer sa capacité dans le cadre, bien sûr, du programme de la Renaissance du Niger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Ouverture ce matin dans la salle de conférence du gouvernorat de la région de Dosso des assises de la première édition du Forum national de concertation avec les collectivités territoriales sous le haut patronage du ministre d'État, ministre du Plan. Sous le thème planification et gestion des services publics de l'eau, ce forum vise la responsabilisation davantage des collectivités territoriales. Récit signé Aoussi Abdraman Seniaï. Planification et gestion des services publics de l'eau, rôle et responsabilité des acteurs dans le contexte de transfert des compétences aux collectivités territoriales que se tiennent les assises de la toute première édition du Forum national de concertation avec les collectivités territoriales. Un forum qui vise à responsabiliser les collectivités sur une meilleure gestion de l'eau. En prononçant le mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Dosso a exprimé la marque de sympathie des populations de Dosso au président de la République et a félicité les participants pour le choix de Dosso pour abriter ces assises. Le gouverneur de la région de Dosso a, dans son discours, dit que cet atelier national revêt une importance capitale parce qu'il touche du doigt une des préoccupations des plus hautes autorités de la 7e République. Il a en outre salué les efforts consentis par le partenaire technique et financier de l'État pour l'appui important dans la gestion de l'eau, source de vie. L'État, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a élaboré un guide de services d'alimentation en eau potable dans le domaine de l'hydraulique rurale. Au 31 décembre 2014, le parc d'adduction d'eau potable de la région de Dosso est constitué de 226 systèmes répartis en 32 postes d'eau autonomes, 168 mini-AEP simples, 21 mini-AEP multivillages et 5 stations de pompage pastoral. Sur ces 226 systèmes, 197 sont mis en gestion déléguée à l'échelle de la région, soit 87%. En prononçant le discours d'ouverture de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, a rappelé que l'accès équitable de la population à l'eau potable et le développement de l'hydraulique rurale et pastorale constituent des piliers du programme du gouvernement à travers le plan de développement économique et social 2012-2015, traduction opérationnelle du programme de la Renaissance du Niger. C'est donc à juste titre que le gouvernement s'est doté de plusieurs cadres stratégiques qui orientent et canalisent les actions de développement dans ce domaine. Il s'agit en particulier du Programme national d'alimentation en eau potable et d'assainissement 2011-2015, du Code de l'eau, de la stratégie nationale de l'hydraulique pastorale, de la stratégie opérationnelle pour la promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base, et la mise en œuvre des cadres stratégiques ci-dessus cités a pour objectif de porter à fin 2015 le taux d'accès de l'eau en milieu rural à 58% et le taux de desserte à 82,5% en milieu urbain.
Si en milieu urbain, l'objectif est atteint, voire même dépassé à cette date, des efforts restent encore à faire pour le milieu rural. Et en effet, des disparités importantes sont relevées entre les régions et les zones hydrogéologiques du Niger, en raison notamment de l'insuffisance des financements ainsi que les faiblesses dans la gestion des points d'eau ou de leur maintenance. Pendant 2 jours, les participants à cet important atelier, le premier du genre dans notre pays, élaboreront les voies et moyens d'une amélioration de l'accès à l'eau potable de nos populations et d'une meilleure politique de sa gestion, gage d'un développement durable dans notre pays. Affaire MNSD Nassara suite à la décision de justice qui oppose bien sûr Hamazada à ses camarades et l'autre, elle, c'est-à-dire l'aile de Seyni Omar. Le président de la section MNSD Nassara à cet effet a animé ce matin un point de presse afin d'apporter des éclaircissements suite bien sûr à cette décision de justice. Objectif donner des précisions sur la situation ayant conduit à cette décision de justice. Le point avec Hamazada que je propose de suivre. Cette deuxième décision fait suite à un appel qu'ils ont interjeté au niveau de la cour d'appel de Niamey. Et qui dit la décision du juge? Le juge a dit que M. Zada Mahamadou, M. Baghi Halidou et M. Beledou n'ont pas qualité pour agir au nom de la section de Dosso. Vous comprenez bien? Zada Mahamadou, Baghi Halidou et Beledou n'ont pas qualité pour agir au nom de la section de Dosso. Ce n'est pas faux. En fait, nous avons été justice en tant que président de coordination. Et selon les textes du MNSD, avant le congrès, il n'y a que le secrétaire général qui est en justice. Une coordination n'a pas de personnalité juridique. Donc il y a déjà un vice à la forme. Donc il n'a pas dit que nous ne sommes pas militants du MNSD, il n'a pas dit que nous ne sommes pas présidents de coordination parce que ça c'est une affaire interne au parti. Le juge a jugé selon la forme. À la forme, les trois n'ont pas qualité. Donc, pour avoir la qualité, il faut remplir les conditions. C'est tout. Voilà donc pour ce qui est de cette décision de justice qui stipule bien évidemment que Hamazada et ses camarades n'ont pas droit d'ester en justice. Hamazada que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. Cela dit, ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de janvier 2015. Plusieurs points inscrits à l'ordre du jour de cette session. Le point avec Halimatou Abdou Issa Hassan. Le premier est relatif à l'examen et à l'adoption du procès verbal de la session ordinaire du Conseil au titre du mois de décembre 2014. Le deuxième porte sur les échanges d'informations sur la vie et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication entre les deux sessions. Le troisième point est relatif à l'examen et l'adoption du projet de délibération portant respect par les médias privés des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information. Le quatrième point porte sur la mise en place d'un groupe de travail chargé d'investiguer sur les exactions subies par les médias et les journalistes dans le cadre de la couverture des événements des 16, 17 et 18 janvier 2015. Le cinquième point porte sur l'examen et l'adoption des rapports du Conseil de presse et enfin les questions diverses. Tels sont les principaux points inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de janvier 2015. Une session qui s'ouvre à un moment marqué par des débats sur l'exercice de la liberté de la presse, d'où cet appel du président du Conseil supérieur de la communication. Je réitère également l'appel lancé en direction des forces chargées du maintien de l'ordre pour qu'elles assurent effectivement la sécurité et l'intégrité physique des journalistes dans l'exercice de leur métier. À l'endroit des journalistes, je les exhorte à travailler dans le respect strict des règles éthiques et déontologiques qui régissent leur métier. Leur responsabilité sociale leur commande d'être plus des acteurs de paix que de vecteurs de conflit.
L'année 2015 s'annonce être une année de consolidation des acquis, mais il faut noter que de nombreux défis restent à relever. Le premier est l'exercice effectif des attributions conférées à notre institution par la Constitution du 25 novembre 2010. Et pour que le CSC puisse donc exercer ses attributions, il faut nécessairement que 3 textes législatifs importants soient adoptés. Il s'agit de la loi réglementant la publicité, la loi sur la presse électronique et la loi sur le statut des médias d'État. Le deuxième défi est le parachèvement de l'installation de tous les relais du CSC dans les régions de notre pays, afin de permettre à notre institution d'intervenir sur l'ensemble du territoire nigérien. Le troisième défi, et non des moindres, est la mise en œuvre effective des activités prévues dans notre plan stratégique au cours de cette année 2015. Au cours de cette session ordinaire, tous les points inscrits à l'ordre du jour seront examinés et éventuellement adoptés par les conseillers du Conseil supérieur de la communication. Le ministre de la Santé, Mano Agali, lui, a installé officiellement ce matin dans la salle de réunion du ministère de la Santé les membres du Conseil national de santé. Après donc 15 années, c'est du 109 en vue, bien sûr, de redynamiser cette structure qui s'occupe des questions relatives à l'évacuation sanitaire. N'est-ce pas, Isidore Banaba? L'année passée, à la tête du Conseil national de santé, Dr Bako et son staff passent les témoins à l'équipe du professeur Boukari Bawa pour les 3 années à venir. Cette réunion, présidée par le ministre de la Santé, consiste donc à installer officiellement la nouvelle équipe du Conseil national de santé qui aura désormais la mission d'examiner et de statuer sur tout dossier médical soumis par les médecins traitants requérant un avis national, de participer à la détermination du mécanisme de prise en charge des dépenses d'évacuation sanitaire, de recevoir la rétro-information sur les évacuations sanitaires effectuées, de transmettre ces conclusions à la cellule chargée des évacuations sanitaires ou à une administration où besoin sera, et dans le respect strict du secret médical, de contribuer à l'établissement de l'inventaire du plateau technique de la sous-région, d'assurer l'archivage des dossiers médicaux, de dresser un rapport annuel d'activité, de suivre l'évolution dans le temps des pathologies objets des évacuations. Recevant les félicitations et surtout la reconnaissance du gouvernement pour les résultats obtenus au cours de son mandat, Dr Bako s'est dit honoré et remercie de vive voix tous ses collaborateurs. Cette satisfaction n'est pas adressée à un individu, mais à toute une équipe. Une équipe composée donc d'une dizaine de membres, et au nom de laquelle donc vraiment je tiens à vous remercier. Nouvellement installé avec les encouragements des cadres du ministère de la Santé et ceux des représentants d'autres structures sanitaires, le nouveau patron du Conseil national de santé veut très vite se mettre au travail afin de pouvoir relever les défis. Dès cette semaine, nous entendons nous mettre en œuvre par une réunion qui va nous permettre de dresser notre tableau de bord, nous permettant d'aller vers ces objectifs très rapidement afin de satisfaire la population nigérienne à travers cette demande que le ministre a déjà évoquée. Avec, entre autres objectifs, d'élaborer et d'évaluer les documents d'évacuation sanitaire, le renouvellement des membres du Conseil national de santé vise à redynamiser la structure afin d'offrir aux populations des évacuations sanitaires de qualité. Du ministère de la Santé, voyons ce qui se passe du côté du ministère du Commerce, de la promotion du secteur privé. Lui a initié ce matin une rencontre d'information et d'échange avec les contributeurs Doing Business
les contributeurs Doing Business qui visent donc à informer ces derniers sur les mesures prises afin d'améliorer le climat des affaires au Niger. Mariam Assoumana. Informer les contributeurs Doing Business des différentes actions menées par le gouvernement nigérien dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires au Niger, tel est l'objectif de cette rencontre d'information et d'échange initiée par le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Une rencontre au cours de laquelle Alma Oumarou s'est largement entretenue avec les différents acteurs sur 4 principales mesures prises par le gouvernement nigérien, à savoir la création d'entreprises, le commerce transfrontalier, l'octroi du permis de construire ainsi que l'exécution des contrats. En matière de création d'entreprises, il a été institué par décret 2012-247, présidence de la République, ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé, du 30 mai 2012, une structure dénommée la Maison de l'entreprise. Cette Maison de l'entreprise a pour mission principale la réalisation de toutes les procédures de création d'entreprise en un seul endroit. En matière de commerce transfrontalier, le gouvernement a pris 2 arrêtés majeurs pour faciliter le transport des marchandises au Niger et les opérations d'importation et d'exportation. L'arrêté sur le transport des marchandises définit de manière précise les points de contrôle une fois le camion sur le territoire national, les types de contrôle et les mécanismes de recours pour minimiser les pratiques anormales. L'octroi du permis de construire. Un comité ad hoc, donc ce comité ad hoc est créé au niveau de la ville de Niamey pour apurer la demande des permis de construire en souffrance depuis 2011. Il est décidé qu'à partir de ce mois de janvier 2015, la commission se réunira au moins 2 fois par mois pour pouvoir épuiser ce stock, comme je l'avais dit, des documents en souffrance. En matière d'exécution du contrat, d'ores et déjà, il est créé un centre d'arbitrage et de médiation au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger pour trouver à l'amiable des solutions aux différends qui peuvent surgir entre opérateurs économiques dans leurs relations d'affaires. Ces échanges fructueux entre le ministre et les contributeurs Doing Business permettront sans doute aux différents acteurs d'améliorer davantage le climat des affaires au Niger. Parlons un peu de la direction générale des douanes qui a célébré en ce jour 26 janvier 2015 une journée internationale placée sous le thème gestion coordonnée des frontières. Une journée qui porte également, qui a été donc initiée afin de mieux découvrir les activités de la douane nigérienne. Le compte rendu est signé Himasei. Gestion coordonnée des frontières, c'est le thème de cette journée internationale des douanes édition 2015, célébrée ce 26 janvier 2015. Et pour marquer cette journée, la Direction générale des douanes a initié une journée porte ouverte afin d'expliquer au grand public les différents domaines d'intervention de cette corporation. Une journée qui a réuni plusieurs membres du gouvernement, des responsables des forces de défense et de sécurité et des opérateurs économiques. La directrice régionale des douanes Niamey Tilaberi a démontré l'importance de cette journée qui permet à la famille douanière de se retrouver et d'échanger. Madame Moussa Aïssatou a par la suite salué la mise en vigueur cette année du contrat de performance leur permettant d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. L'année 2015 verra l'application pour la première fois de notre administration du contrat de performance que nous avons signé avec Monsieur le Directeur général des douanes. Les grandes lignes de ces contrats se résument en l'atteinte des objectifs de recette, le respect des procédures légales et réglementaires et le respect de l'éthique. J'engage donc avec votre permission, Monsieur le ministre, l'ensemble des agents à plus de rigueur dans le travail, seul gage à même de nous permettre de mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution des dépenses de souveraineté de notre pays et au financement des projets structurants engagés par les autorités politiques. À notre région, il a été fixé des objectifs de recettes de 183 milliards 277 millions,
soit 59,122% des objectifs assignés à la Direction générale des douanes. Je peux vous assurer que l'ensemble des agents seront mobilisés pour atteindre cet objectif. Justifiant le choix du thème, le ministre délégué aux Finances, chargé du budget, a salué cette initiative de la Direction générale des douanes avant de rappeler certains faits marquant l'histoire de la douane nigérienne au cours de cette année 2015. L'année 2015 qui vient de commencer marquera un tournant décisif dans l'histoire de la douane. Je citerai à ce propos 3 indicateurs majeurs. La signature entre vous et le ministre des Finances et entre vous et les chefs des services opérationnels des contrats de performance. Pour ces contrats, les uns et les autres ont pris l'engagement d'atteindre les objectifs de recettes 2015. Dans le respect de l'éthique et des procédures légales et réglementaires, cette innovation qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays, mais chacun devant ses responsabilités, et permettra de mettre en exergue un jugement des valeurs et la culture des résultats. Une cellule de suivi des veilles a été mise en place pour apprécier les performances des unités et faire des comptes rendus périodiques. Les projets d'organisation dans les premiers trimestres de cette année, la journée de réflexion sur la douane. Ces journées, loin d'être une foire invective, devront permettre aux agents de la douane sans passion aucune de discuter des facteurs limitants qui entravent la bonne marche de leur administration. Et enfin, la mise en œuvre du tarif extérieur commun, les TEC, de la CEDEAO, qui constitue un puissant facteur de modernisation des instruments de travail de la douane. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à certains opérateurs économiques sur la base des recettes réalisées en 2014 au niveau des bureaux de douane. Une visite des différents stands érigés pour la circonstance a sanctionné cette cérémonie commémorant la Journée internationale des douanes édition 2015. L'agence de communication Sud Contact a organisé hier soir un dîner de presse à l'hôtel Gawai de Niamey. Objectif, récompenser les entreprises qui se sont fait distinguer cette année, qui ont offert surtout un service de qualité. Le compte-rendu est signé Omar Hama. De presse organisé par l'agence de communication Sud Contact vise à récompenser les entreprises qui se sont faites remarquer, notamment à travers la qualité des services qu'elles offrent aux clients. Promouvoir certains comportements et de promouvoir l'excellence au niveau des politiques, au niveau des personnalités civiles. Comme vous l'avez vu cette fois, nous avons primé le ministère en charge de la communication et le ministère en charge de l'équipement. Et ces deux ministères ont été sur la base des réalisations qu'ils ont obtenues. Donc vous avez vu, ce n'est vraiment pas de la politique. Nous ne tenons pas à verser pour un camp ou pour un autre. C'est une sélection qui a été faite par les journalistes des médias privés qui ont été choisis. Ils ont été donc choisis au niveau des différentes rédactions. Des séances de projection de reportages sur les différents ministères et entreprises sélectionnées ont permis aux participants de comprendre davantage l'objectif de cette agence. Nous voulons témoigner notre gratitude donc à l'ensemble de notre clientèle, grâce à qui nous sommes là. Parce que sans leurs opinions, nous ne serons pas ici présents pour recevoir ce prix-là. Donc encore merci. Nous remercions aussi le cabinet Sud Contact qui a quand même eu l'initiative louable d'organiser ce sondage, maintenant qui a permis aussi, qui nous a permis d'être présents à cette cérémonie-là. Comme je disais à chaque fois que le bureau nigérien d'intermédiation financière, qui est quand même la première entreprise dans ce secteur-là, a fourni un grand effort grâce au travail acharné d'abord de ses dirigeants, mais aussi de l'ensemble des agents. Parce que quand nous avons créé Benif Afua, l'idée à la base, c'était d'abord de servir les populations les plus vulnérables. Donc c'est pour eux qu'on avait créé Benif Afua. Maintenant, chemin faisant, et nous avons une clientèle assez large,
maintenant qui regroupe non seulement la population visée au départ, mais aussi l'ensemble de la population nigérienne. Au cours de cette soirée, plusieurs témoignages de satisfaction ont été décernés aux entreprises. Une délégation universitaire conduite par le recteur de l'université de Maradi était au gouvernorat de la région de Maradi. Objectif présenté aux autorités régionales les prix gagnés lors des Jeux universitaires de Niamey. Alzouma Seyni Soumaïla pour le point. Après une participation brillante aux Jeux universitaires et des grandes écoles tenus à Niamey du 22 au 28 décembre 2014, l'université d'Andikodankulodo de Maradi rentre au bercail avec un lot de médailles et prix à la grande satisfaction de la communauté universitaire et l'ensemble des populations de la région de Maradi. Un palmarès de prix et médailles présenté aux autorités régionales par une délégation de l'université conduite par le recteur de la dite institution académique. C'est avec un grand plaisir que je conduis cette délégation de l'université pour vous présenter les résultats des performances de nos étudiants aux Jeux universitaires au cours desquels nous avons réalisé une prestation appréciable. Sur les 8 disciplines, nos athlètes ont réalisé les performances suivantes. En football, 3e. Basketball, classement par équipe 2e, une médaille d'argent. Volleyball, classement en équipe 2e, une médaille d'argent. Karaté, classement par équipe 2e, une médaille d'argent et une médaille en bronze. Judo, 4 médailles, dont une médaille en argent et 3 en bronze, et 3e en classement par équipe. Taekwondo, 5 médailles, dont une médaille en argent et 4 en bronze. Lutte traditionnelle, 4 médailles, dont une en or, 2 en argent et une en bronze. Athlétisme, 7 médailles, dont 2 en or, 1 en argent et 4 en bronze, et 4e par classement général. Sport, au total, l'université a enregistré les performances ci-après. Or, 3, argent, 8, bronze, 13. Culture, au théâtre, nous avons remporté le 1er prix. Chanson, 2e prix. Ballet, 2e prix. Une performance culturelle et sportive qui fait honneur au gouverneur de la région de Maradi. Pour moi, c'est un exploit non seulement sportif, mais culturel également. Je profite pour d'abord féliciter les étudiants de l'université pour cet exploit. Pour partager la joie de cette performance des ambassadeurs de l'université d'Andikodankulodo lors de ces Jeux universitaires, une soirée culturelle a été organisée en vue de gratifier les différents trophées et encourager les joueurs, athlètes et artistes qui ont vaillamment défendu l'étendard de l'université. Il faut noter que l'édition 2015 de ces Jeux universitaires est prévue à Maradi, un événement qui coïncide avec le programme Maradi Kolia. Une manifestation de soutien au directeur général de la dite structure en reconnaissance de toutes ses actions de développement depuis sa nomination. On fait tout de suite le point avec notre correspondant sur place, Moussa Adamou Garba. Des agents des services organisent une manifestation en l'honneur d'un responsable qui quitte sur affectation ou pour aller à la retraite. Pour ce cas précis, c'est tout autre chose. En effet, il s'agit pour les agents et cadres de l'hôpital national de Zinder de montrer toute leur reconnaissance au directeur général de la dite institution, Moussa Habib Oumani, pour sa bien bonne manière de diriger l'hôpital national de Zinder. Aujourd'hui, l'hôpital national de Zinder est une référence en matière de soins dans la sous-région, et ce, grâce aux multiples actions posées par le directeur général depuis sa nomination, le tout appuyé par une volonté politique des autorités de la 7e République. La cérémonie qui nous réunit en ce moment revêt un caractère particulier qui restera à jamais gravé dans les annales de l'hôpital national de Zinder, car il est dit
en son genre. En effet, le personnel de l'établissement a voulu, de façon spontanée et par ses propres moyens, poser un acte, celui d'encourager et de soutenir solennellement son premier responsable, Dr Moussa Habib Oumani, directeur général pour son leadership et le travail remarquable qu'il a accompli depuis sa prise de fonction à l'hôpital national de Zander il y a de cela un peu plus de 3 ans. La promotion de la santé est un facteur déterminant quand on sait qu'aucun développement n'est possible sans une bonne santé de la population. Dr Moussa Habib Oumani œuvre pour cela à travers les multiples réalisations qu'il a menées, tant du point de vue des ressources humaines et du social que matérielles et financières, des équipements et des infrastructures. Sur le plan des ressources humaines et sur le plan social, il faut noter le rehaussement des primes liées à l'EPA et leur harmonisation au niveau des agents titulaires et contractuels, le paiement régulier et à terme échu des salaires avec une masse salariale de l'ordre de 100 millions de francs par mois, la revalorisation du contrat de prestation de services des vigiles en matière de sécurité, le recrutement de plus de 200 agents sur fonds propres, la poursuite de la prise en charge de la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans, le maintien du personnel du crédit, y compris les médecins, après le retrait du MSF suisse et leur prise en charge totale. En retour, très ému, le directeur général de l'hôpital national de Zander a tenu à remercier sincèrement ses agents en leur promettant la continuité de la bonne collaboration et en les incitant à plus de persévérance dans cette noble tâche. La fête a été grande et a suscité le déplacement de plusieurs personnes parmi les amis, connaissances et collègues du directeur général de l'hôpital national de Zander, Dr Habib Moussa Oumani. Restons à Zander. Depuis l'installation des autorités de la 7e République, l'hôpital national de Zander a bénéficié de plusieurs réalisations sur le plan infrastructure et les ressources humaines. Retrouvons une fois de plus Moussa Adamou Garba pour ce public reportage. L'hôpital national de Zander a connu plusieurs réaménagements sur le plan administratif, infrastructural et personnel. En 1992, l'hôpital national de Zander a été érigé en EPA, établissement public à caractère administratif, avant de devenir un hôpital national et de renommée internationale. Aujourd'hui, fort de tout ce capital d'expérience avec la volonté politique, l'hôpital de Zander répond parfaitement à tous les besoins des malades. Nous disposons d'à peu près 650 agents, tout corps confondu, dont à peu près une quarantaine de médecins, également tout corps confondu, parce que vous avez des médecins généralistes, vous avez des médecins spécialistes. Et nous avons à peu près 9 coopérants, dont 7 de la coopération chinoise et 2 de la coopération cubaine. Et nous avons plusieurs services donc, que nous regroupons généralement en services, dans un lot de services. Par exemple, quand vous prenez les services chirurgicaux, c'est-à-dire tout ce qui relève de la chirurgie, c'est-à-dire la traumatologie, l'urologie, d'autres pathologies chirurgicales, en tout cas, on les regroupe. Donc, vous avez à peu près 5 services qui s'occupent de choses, de tout ce qui est les aspects chirurgicaux. Et nous avons un bloc qu'on appelle donc bloc médico-chirurgical, c'est-à-dire qui sont partagés entre la médecine et la chirurgie. C'est comme le ORL, donc tout ce qui concerne l'oreille, le nez, tout ça. Et la stomatologie, tout ce qui concerne maintenant les dents, en tout cas tous les problèmes de la bouche. Nous avons également la néphrologie, donc tout ce qui concerne le problème des reins et qui après nécessite des interventions pour aller à la dialyse. Nous avons l'imagerie médicale,
qui englobe la radio, l'échographie et le scanner. Nous avons des services de médecine générale. Nous avons par exemple la médecine homme, la médecine femme, nous avons la cardiologie, nous avons la pédiatrie. Donc nous avons deux pavillons de pédiatrie, la pédiatrie A, la pédiatrie B, et le CRENI. Donc c'est le centre de récupération intensif donc des enfants malnutris. Il y a ce que nous appelons également les services d'appui. C'est un hôpital de 3e niveau. Le 3e niveau qui fait des soins tertiaires, c'est-à-dire qui dépasse les autres. Quand vous prenez la pyramide sanitaire, vous avez le niveau primaire, donc le CSI, et le district, et vous avez le niveau 2e niveau qui est le CHR. C'est-à-dire que l'hôpital national, au-delà de la région, nous recevons d'autres régions. C'est-à-dire que pour l'hôpital national des Andes, nous sommes censés de prendre en charge tous les malades qui seront référés de la région des Andes, mais également des régions de Difa, de Maradi et d'Agadez. À l'état actuel, nous recevons également des malades qui viennent des autres pays, comme le Nigeria et le Tchad. Il faut préciser que les services de néphrologie et de dialyse et celui de l'imagerie médicale, le scanner, sont des services très innovants. Ces services sont très sollicités en ces temps qu'il fait et les demandeurs viennent de partout au Niger et même de l'extérieur du pays. Chaque jour, nombreux sont-ils les dialysés qui reçoivent leurs soins intensifs au niveau de ce service. Ce service, il faut le signaler, fonctionne par chaîne. Tout est rationnel. Des appareils de dialyse au mécanisme, toutes les conditions ont été réunies pour offrir un service de qualité aux demandeurs. Avant, tous les malades de ces 4 régions-là vont aller à Niamey pour se faire soigner. Et surtout que surtout quand le malade est en stade de dialyse, c'est 1 million de 3 dialyses par semaine. Figurez-vous quelqu'un qui est à Difa ou à Ngingemi et qui va être à Niamey, ils seront obligés d'aller à Niamey s'installer pour pouvoir avoir ces séances-là 3 fois par semaine. Parce que c'est un truc à vie. Maintenant, avec l'ouverture de ce service de dialyse, qui a coûté à l'État l'équipement plus les infrastructures plus de 700 millions, hein, ça permet aux malades qui sont de ces zones-là, en tout cas, de raccourcir la distance et de permettre même à leurs parents de venir de temps en temps les voir. Et là également, c'est des pathologies qui sont très lourdes, qui sont extrêmement, dans les matériels extrêmement chers. Un malade, à lui seul, on le laisse, il ne peut pas payer. Actuellement, c'est l'État qui subventionne. Peut-être dans les 3 mois, au lieu de peut-être de payer jusqu'à 600 000 francs, l'État, avec la subvention de l'État, tu payes 150 000. En 3 mois. Durant les séances. Donc ça veut dire que tout est gratuit. Quand tu payes les 150 000, tout est gratuit. Les consultations, les autres examens. En cette ère de mondialisation où le progrès et la recherche sont impératifs, les responsables de l'hôpital national de Zender ont déjà compris la marche à suivre. Cette marche a été rendue possible par la disponibilité d'un personnel administratif et soignant compétent et dévoué à la tâche. Tout ceci sous la bénédiction des autorités de la 7e République, en premier lieu Son Excellence Mamadou Issoufou, président de la République du Niger, qui a fait du secteur de la santé une préoccupation majeure. Changeons de registre tout en restant à quelques encablures de la ville de Zender, j'ai nommé la Soraz, qui fait bien sûr de notre pays un des producteurs de pétrole.
En effet, le syndicat des agents de la SORAS a animé un point de presse relativement à leurs conditions de vie et de travail. Suivez plutôt. Pour les Chinois, le Niger n'a pas de droit à négocier quelque chose. Tout en sachant que le Niger participe à la hauteur de 40%. Donc il détient 40% des actions, le Niger, plus la matière première qui est le pétrole brut. Et les Chinois, ils sont actionnaires donc, à la hauteur de 60%, plus leur technologie. Voilà comment la SORAS est en train de fonctionner. Maintenant, comment comprendre dans ce genre donc, de partenariat, on dit que donc, celui qui a 40% n'a pas le droit de négocier des avantages. Il n'a pas le droit de demander une amélioration des conditions de vie donc, du travailleur donc, du Nigérien. Donc voilà comment ces Chinois sont en train donc, de se comporter avec nous. Et pire, nous sommes en 2015, nous avons dit que les Chinois ont avorté des conseils au Niger. Nous sommes en 2015, même le budget 2015 n'a pas été voté. À la date d'aujourd'hui, nous ne disposons même pas d'un budget au niveau de la SORAS. Parce que tout simplement, il y a la question de la crise salariale qui est inscrite à l'ordre du jour. Pendant 2 ans, nous sommes entendus que donc il faut améliorer la question donc, salariale, il faut adopter donc, le statut du personnel et que voilà maintenant au moment d'adaptation, donc ils montent sur, c'est-à-dire ils veulent imposer leur veto que eux ne sont pas d'accord, ils ne vont pas donc adopter, ils ne veulent pas adopter la grille salariale, ils ne veulent pas adopter le statut du personnel. Ils se sont même permis de remettre certains de nos acquis en cause, tels que la question donc, du 13e mois. Pendant combien d'années on va rester à ce que donc, un Chinois va toucher 10 fois qu'un Nigérien pour un même travail dans les mêmes conditions? Nous pensons qu'il y aura donc un certain nombre de mesures que le gouvernement doit prendre. Il doit prendre des mesures pour diminuer l'effectif de ces Chinois. Les 300 Chinois, c'est eux qui constituent donc la charge de la SORAS. On ne peut pas justifier. Il doit prendre une deuxième mesure pour suspendre leur vitesse qu'on supporte sur leur salaire. Il doit prendre des mesures pour suspendre leur CNSS qu'on prend donc à charge. Parce que nous Nigériens, nous payons sur nos salaires. Il doit prendre des mesures pour diminuer les prix des billets, c'est-à-dire les billets qu'on leur donne chaque trimestre pour aller en Chine, au moins donc le diminuer, de le ramener au lieu que ça soit trimestriel, donc qu'il soit semestriel. Nous demandons aussi que si un fournisseur chinois vient faire une prestation, qu'il paye ses impôts, comme les fournisseurs nigériens qui paient leur précompte ISP. Ces mesures vont non seulement permettre, j'ai dit toutes ces mesures, après les 7 mesures qu'on a évoquées, nous pensons que donc, on pourra faire une économie, la SORAS peut faire une économie de plus de 15 milliards. Et 15 milliards, je pense que donc c'est un soulagement pour la SORAS et que donc la SORAS va un peu souffler. Activité des partis politiques dans ce journal avec la coordination régionale moderne FA Lumana El Ladan-Tiana qui a tenu samedi dernier une importante rencontre dans la salle de réunion du gouvernorat, rencontre sanctionnée par une déclaration de soutien au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour les grandes avancées enregistrées par le Niger sous son impulsion sur le plan de l'enracinement de la démocratie et du développement socio-économique. Un soutien manifesté au ministre d'État Ladan Hamidou Tiana, président du parti Lumana, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement de la 7e République. Nous vous livrons l'intégralité de cette déclaration. Elle est lue ici par Madame Ahmed Algous. Il est donc président départemental du comité de mobilisation Lumana El Ladan Tiana. Déclaration des militants modernes FA Lumana Africa d'Agadez, partisans de son Excellence Omar Hamidou Tiana. Nous, militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du modem FA Lumana Africa de la région d'Agadez, fidèles au ministre d'État,
Son Excellence Omar Hamid Tiana, réuni ce jour samedi 24 janvier 2015 à Agadez, après une analyse sociopolitique objective de la situation du pays, faisons la déclaration suivante. Considérant les qualités d'homme d'État de son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, considérant la décision historique en date du 13 août 2013 de son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, de mettre en place un gouvernement d'union nationale de l'intérêt supérieur de la nation afin que triomphe la démocratie véritable et un État de droit qui permettent d'amorcer les bases d'un développement social, politique, économique durable. Considérant l'engagement, la détermination, le courage politique et la volonté réaffirmée de son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, dans son combat permanent pour la consolidation de l'unité nationale, la préservation de la paix et de la quiétude des populations nigériennes, considérant les avancées significatives enregistrées par le Niger, tant sur le plan national qu'international, en matière de développement, de bonne gouvernance, de renforcement et de la consolidation de la démocratie, considérant les impacts tangibles du programme de la Renaissance du Niger et de la mise en œuvre de l'initiative 3M, les Nigériens nourrissent les Nigériens, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes, considérant la signature de l'accord de partenariat stratégique entre le Niger et Arriva pour l'exploitation iranifère, nous militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du modèle FA Lumana Africa de la région d'Agadez, fidèles au ministre d'État, leur Excellence Omar Hamid Tiana. 1. Apportons notre soutien ferme et sans réserve à son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et à son gouvernement pour les actions sanitaires qu'il ne cesse de mener au profit des 20 populations nigériennes en général et de la région d'Agadez en particulier. Félicitons le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, son Excellence Omar Hamid Tiana, pour les efforts qu'il déploie pour l'exploitation équilibrée de nos ressources naturelles, ayant permis l'obtention de 65 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la route Tawa-Arlit et de 11 millions de francs CFA, 11 milliards de francs CFA pour la mise en valeur de la vallée de l'Iraser. Condamnons le terrorisme sous toutes ses formes et déplorons les derniers événements survenus à Zender et à Niamey. Présentons nos condoléances émues aux familles endeuillées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Invitons toutes les communautés nigériennes à plus de tolérance et de pardon dans l'intérêt supérieur de notre pays. Rendons un hommage mérité à nos vaillantes forces de défense et de sécurité engagées dans la mission de défense de l'intégrité du territoire national et de sécurisation des personnes et de leurs biens. Réaffirmons notre soutien indéfectible au ministre d'État, son Excellence Omar Hamid Tiana, pour son engagement, son courage politique, sa contribution déterminante dans l'atteinte des nobles objectifs du programme de la Renaissance de son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Remercions M. Ahmad Ibrahim, président régional de notre mouvance, Lumana, et les militantes et militants pour leur mobilisation et ont permis la réussite de cette manifestation. Demandons à nos militants de garder espoir et de rester mobilisés en vue de la très prochaine décision de la Cour d'appel de Niamey relative au procès du parti.
lançons enfin un vibrant appel à toutes les militantes et à tous les militants du Modem FA Lumana Africa à faire preuve de clairvoyance et d'engager ensemble la réconciliation nécessaire à la grandeur de notre parti. Vive le Modem FA Lumana Africa, vive la démocratie, vive le Niger uni et prospère. Je vous remercie. Vous l'avez sans doute compris, il s'agit bien sûr de la coordination régionale Modem FA Lumana El Ladan Tchana d'Agadez pour cette déclaration. Nous en venons à présent à la partie magazine annoncée, vous le savez, en début de ce journal, une partie magazine consacrée au point de presse conjointement animé par Hamazada et Maître Marc Lebien. Un point de presse relatif à la décision de justice qui dit que Hamazada et ses camarades n'ont pas le droit de lester en justice le président de la section désignée. Très bonne réception, au revoir. Après tout un tapage médiatique fait autour d'une information ou d'un événement, et cet événement donc c'est celui qui a trait au procès en interne dans la section MNZ Nassara de Dosso. Ainsi donc, courant la semaine dernière, une décision des tribunaux, notamment de la Cour d'appel de Niamey, est tombée, qui a rendu un jugement. La teneur du jugement, vous la connaissez. On dit que Zad Mahamadou, Ben Ledoua et Bagi Halidou n'ont pas qualité pour en fait rester en justice dans le dossier qui était présenté devant le juge. De quoi s'agit-il exactement? Cette décision fait suite à une autre, qui est la suivante. En novembre 2014, donc dans la perspective des congrès, parce que comme vous savez, de part et d'autre, des congrès étaient organisés, et préparés et organisés. Et pour aller à un congrès, il faut renouveler les structures en se conformant aux dispositions des textes. Donc jusqu'à cette date, on avait les mêmes textes, on avait les mêmes obligations par rapport aux procédures de renouvellement ou de préparation des congrès. La section de dessous avait une situation particulière. C'était la seule section qui n'avait pas de bureau de façon formelle. Qu'est-ce à dire? Depuis 2010, la section de dessous n'est pas arrivée à organiser une conférence régionale, qui est la structure, l'instance qui organise le renouvellement des structures au niveau d'une région, qui met en place un bureau régional et qui désigne les délégués d'une section, c'est-à-dire d'une région, au congrès. Parce que on était en train de préparer les élections de 2011. Et comme on a eu à le dire, les délégués à la conférence étaient séparés sans avoir achevé la tâche. Parce qu'à l'époque, c'était l'honorable Aman Haroune qui était président de la section, au niveau de l'OGA, président de la coordination, Masseni Koroné à Douchi, moi à Dosso, Bagi à Gaïa et Belledoua dans le Boboy. Donc on s'est séparés, on n'a pas pu mettre en place un bureau, on se suit bien. Donc la section de Dosso n'avait pas de bureau présidé par une personnalité bien désignée. On allait au congrès. Avant le congrès, déjà lui, le Sœur Hamani s'était retiré. Plus tard, Masseni Doudouchi est parti. Donc il ne restait plus que 3 coordinations. Les coordinations chapeautent les départements. Et à l'époque, on avait 5 départements dans la région de Dosso. Il ne restait que 3 coordinations, ou 3 présidents de coordination. L'honorable Bagi Halidou, l'honorable Belledoua et moi-même. Pour régler le problème, à l'époque, un président de section a été désigné, mais non élu, c'est-à-dire nommé par un papier. Dans la forme, ce n'était pas régulier. Dans le fond, peut-être que les gens voulaient s'en accommoder le temps qu'une autre conférence régionale s'organise et mette en place une structure telle que les textes le prescrivent. Cela n'a pas été fait depuis 2010.
Et voilà que nous allons à un ou à des congrès. Il fallait donc faire les choses de façon régulière. Dans l'entretemps, nous trois, compte tenu de la situation que vous connaissez, puisque c'est ça le vrai problème, c'est ça le problème de fond, nous avons appris que de l'autre côté, on était en train de mettre en place des bureaux à la base, dans les quartiers, dans les villages, chez moi à Dosso, dans le Bobo, chez Beledoua, à Gaïa, chez choses, sans passer par nous. C'est-à-dire sans se conformer aux prescriptions des textes, les statuts, le règlement intérieur, ainsi de suite. Nous avons pensé que le moment viendrait pour que nous nous retrouvions et pour que, dans le respect des textes et des uns et des autres, nous trouvions un modus vivendi. Cela n'a pas été le cas et le jour passé. Mais comme les congrès s'avançaient, ça pointait à l'horizon, c'est que malheureusement, comme vous le savez, on a rien de se cacher, on n'allait pas au même congrès. Nous avons jugé utile de saisir le juge, donc la juridiction de Dosso, parce que tout ce temps que nous étions, l'honorable Beledoua, l'honorable Bag Halidou, moi-même et Loli, nous avons élu domicile à Dosso. Tous, à un moment ou l'autre, avons été élus député national au type de Dosso. On avait donc dans le dossier cette fois de résidence de Dosso. On a domicile à Dosso. Pour être candidat, il faut avoir un certificat de résidence, il faut avoir élu domicile. Donc nous avons esté en justice devant le président du tribunal de Dosso. Qu'est-ce qu'on avait demandé au président du tribunal? On lui avait d'abord dit, voilà la situation de Dosso. Dosso n'a pas de bureau de façon formelle. Le parti organise un congrès. Pour aller à un congrès, il faut renouveler les structures. Et voilà que les structures sont en train d'être renouvelées, et même chez nous, sans passer par nous. En fait, chacun voulait tirer la couverture de son côté. Quête de légitimité ou de légalité. C'est ça le vrai problème, encore et encore. Donc de ce fait, on a dit au président du tribunal qu'il fallait qu'il nous dise comment nous devions faire. Parce que nous ne voulions pas aller avec des qualités que nous n'avions pas. Mais nous demeurions et nous restions présidents des différentes coordinations, donc les structures au niveau des départements. Donc on a saisi, on a pris tous les documents qui prouvaient que nous étions présidents de coordination et le papier par lequel l'autre a été nommé mais pas élu et tous les textes du parti. Le juge a dit le droit. Il a dit que M. Mozumbu n'avait pas qualité de président de section et qu'il n'avait pas qualité pour renouveler les structures. Pour le renouveler, il y avait les textes et tous ces éléments avaient été versés au dossier. Donc, à l'issue de la décision, on nous a dit donc qu'il n'avait pas qualité. Pour nous, on était satisfaits. Parce qu'on voulait une conférence en bonne et due forme. De l'autre côté, ils sont allés quelque part pour organiser une conférence régionale sans le titre et sans que les conditions ne soient remplies. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons fait? Nous, trois présidents de coordination, en tant que président de coordination, donc vice-président de droit de la section, on s'est réunis en conférence régionale extraordinaire pour désigner un intérimaire, pas un peu, parce que c'est la conférence régionale élective qui désigne un président de section. Pour qu'à notre sein, on désigne l'un d'entre nous qui conduise la délégation de la région au congrès du MNSI. Donc, nous sommes en tout cas, nous avons tenu à ne pas violer les textes. Donc, nous sommes allés au congrès sans avoir installé, parce qu'on n'avait pas qualité à le faire. Mais en tant que vice-président, on a organisé une conférence régionale extraordinaire pour désigner un intérimaire qui a conduit la délégation et c'était moi. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit, tu te mets devant pour conduire les délégués au congrès du MNSI. C'est comme ça que nous sommes allés au congrès du MNSI sans avoir violé le texte. Cette deuxième décision fait suite à un appel qu'ils ont interjeté au niveau de la cour d'appel de Niamey. Et qui dit la décision du juge? Le juge a dit que M. Zada Mahamadou, M. Bagi Halidou et M. Beledoua n'ont pas qualité pour agir au nom de la section de Dosso. Vous comprenez bien? Zada Mahamadou, Bagi Halidou et Beledoua n'ont pas qualité pour agir au nom de la section de Dosso. Ce n'est pas faux. En fait, nous avons été en justice en tant que président de coordination. Et selon les textes du MNSI, avant le congrès, il n'y a que le secrétaire général qui est en justice. Une coordination n'a pas de personnalité juridique. Donc il y a déjà un vice à la forme. Donc il n'a pas dit que nous ne sommes pas militants du MNSI, il n'a pas dit que nous ne sommes pas présidents de coordination parce que ça c'est une affaire interne au parti. Le juge a jugé selon la forme. À la forme, les trois n'ont pas qualité. Donc pour avoir la qualité, il faut remplir les conditions. C'est tout. Nous avons entendu tout. Moi je vous dis très sincèrement, jusqu'à ce matin, je ne voulais pas dire un mot.
Parce que nous sommes sur un terrain politique. Et vous savez ce que nous vivons en ce moment. Chacun clame haut et fort qu'il a la légalité. Chacun dit qu'il a la légitimité. Mais je vous dis, moi je suis entré à Niamey à 1h du matin. Vous pouvez vérifier à Dosso, j'ai fait le tour du village, je vais voir les gens. Je suis toujours avec les gens. Pour moi, c'est ça le terrain. C'est ça la légitimité. Et la légitimité, on ne la connaît que le jour des élections. La légalité, c'est le texte. Le juge juge. Nous n'avons pas à apprécier le travail d'un juge. Mais le juge ne dit que le droit. Entre ce que le juge dit et ce que les uns et les autres donnent comme interprétation, ma foi, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Donc nous avons tout entendu. Finalement, c'est pour faire croire ou laisser entendre que nous sommes exclus. Ils ont le MNSD, ils ont la section. Mais on a le temps. On appréciera le moment venu. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. J'ai référé de Dosso, interdisant à M. Lol Mezumbu d'agir avec une qualité qu'il n'avait pas. Il avait quand même tenu à violer, à passer outre cette décision parce que dans son village, il a organisé une conférence régionale avec le titre de président de section, ce que nous sommes abstenus de faire. Et hier, comme je vous dis, je suis rentré ce matin à 1h du matin, parce que je suis rentré de Dosso, il m'a été rapporté qu'à son domicile, il a organisé une conférence régionale avec ce titre. Moi, ce que je ne peux pas me permettre de faire parce que je ne voudrais pas qu'on me prenne en porte-à-faux par rapport au texte. Pour moi, même le texte du parti, c'est le texte à respecter. Si on veut avoir raison, si on veut toujours être dans son droit. Et troisièmement, pour notre part, nous n'avons pas, parce qu'eux, ils ont violé le texte, c'est maintenant que nous allons organiser une conférence régionale dans le respect de nos textes pour maintenant mettre formellement. Nous avons fait exactement ce que le juge nous a demandé, ce que les textes recommandent, et nous sommes allés à un congrès. La suite, vous la connaissez. Donc, nous ne tenons pas à être pris à défaut. Ils peuvent le faire, nous ne pouvons pas le faire, nous ne savons pas le faire. Et la politique, je continue à le dire, c'est le terrain. Nous allons nous battre pour que le MNSD ait sa place dans le contexte politique du moment et sa place sur l'échiquier politique national. Et Inch'Allah, nous allons gagner. À la demande de M. Mahamadou Zada Bello Douaï Ali Badje, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que cette décision de la Cour d'appel. M. Zada vous a expliqué le contexte dans lequel l'action avait été engagée. Nous avons saisi un juge des référés à Dosso avant l'organisation du congrès pour dire que monsieur Lawali Amadou Mezumbu ne pouvait se targuer de la qualité de président de la conférence régionale parce qu'il n'en avait pas le titre et la qualité. D'une part, parce que son nom en tant que dirigeant de la conférence, président de la conférence régionale, n'avait pas fait l'objet de dépôt au niveau du ministère de l'Intérieur ou des services décentralisés, et que d'autre part, il ne pouvait savoir cette qualité car il n'a pas été élu. Devant la vacance de ces organes et en vue de la préparation du congrès du MNSD, les sieurs Mahamadou Zada Bello Douaï Ali Badje ont donc saisi le juge du référé pour leur faire interdiction de se présenter en qualité de président. C'est tout. Le juge a fait droit à la décision. Il a dit que M. Amadou Lawali Mezumbu n'avait pas la qualité de président et qu'il lui interdisait donc de se parler en cette qualité jusqu'à ce qu'il y ait une décision de justice au fond. C'est tout. Entre-temps, ils ont fait appel de cette décision. Mais, dans l'entretemps, il y a eu un congrès du MNSD. Lequel congrès, dont les travaux ont été déposés au ministère de l'Intérieur, et vous savez parfaitement qu'ils ont été agréés. Par conséquent, l'objet pour lequel on avait saisi le juge des référés a disparu. Puisque, entre-temps, M. Zada est arrivé en qualité de président intérimaire de la conférence de Dosso, les travaux lui ont conféré le titre et ont été agréés au niveau du ministère de l'Intérieur. Il reste donc le seul dont le nom est légalement déposé au niveau du ministère. Par conséquent, la décision de la Cour d'appel, qu'est-ce qu'elle dit?
Elle dit que quand M. Zada avait engagé l'action au niveau du Dosso, il l'avait faite en qualité de président de la coordination départementale. Or, en droit, seul le MNSD a la personnalité juridique. Les sections n'ont pas de personnalité. Elles ne peuvent pas aller en justice. Seul le MNSD peut aller en justice par l'intermédiaire de son secrétaire général. C'est tout ce que le juge de la Cour d'appel a dit. Et comme il vous l'a dit, les juges ont dit vrai. Mais entre-temps, l'objet même de la décision a disparu. Donc, il n'y a aucune situation ou événement que cette décision puisse aujourd'hui affecter, puisque l'objet pour lequel elle avait été saisie a été résolu par le Congrès, que le Congrès, les travaux de ce Congrès sont déposés au ministère et que le ministère les a agréés. Par conséquent, M. Zada, aujourd'hui, a officiellement, légalement, le titre de président intérimaire et je pense que dans les tout prochains jours, il organisera une réunion au niveau de la conférence régionale de Dosso et qu'ils mettront les structures définitives en place selon les textes du MNSD, c'est-à-dire selon les élections. Donc, par conséquent, cette situation exploitée médiatiquement est un non-événement en droit, puisqu'il n'y a aucune conséquence que la décision judiciaire emporte qui n'ait été résolue par les congrès qui a été reconnu par le ministère. Donc, il fallait arrêter toute cette polémique et toutes les interprétations tendancieuses. Et je pense que M. Zada m'a demandé en droit d'expliquer quelles sont les conséquences de cette décision.